On est quand même le 22 juin. Ouais. Il y a eu la fête de la musique hier. Ouais. Il me semble que C'était toi, le bazar, hein. t'as un don pour aller chercher les opportunités aussi Ouais, par rapport alors à ça. moi... Peut-être que tu l'as développé à force de... Je l'ai développé en un an. En fait, 1er janvier 2024, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup permis de changer ma vision Mhm. du monde, pas seulement dans la musique, mais vraiment ma vision sur les choses. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Poetic Justice, une chaîne qui sera dédiée au podcast et plein d'autres choses encore. On vous laisse les belles surprises. Je suis Benjamin Etoundi, donc le président de cette association. Merci, je voulais me présenter quand même. Je suis accompagné bien sûr de la chroniqueuse Jukeboxy que vous voyez juste ici. Salut. A.k.a. la chanteuse de renom, a.k.a. elle a tellement de casquettes. Mais aujourd'hui, on est accompagné aussi d'un artiste, les gars. Il fait plein de choses. Il est compositeur, il écrit, il mixe. Le gars, il a je sais pas combien de casquettes. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Kiddy Gang, s'il vous plaît. Wouh. Donc, avant d'aller un peu plus loin dans ce podcast, avant d'entrer vraiment dans la conversation, je tenais à vous faire la publicité de notre événement qui va arriver au mois d'octobre, le samedi 11 octobre 2025 à la Mazane, à Paris. Tout le monde est convié. C'est gratuit, si vous souhaitez juste venir regarder. Pour s'inscrire aussi, c'est gratuit. Tous les liens sont dans la description. Il n'y a rien à faire. Tu t'abonnes à la page, t'envoies un message privé, je participe, on t'envoie le formulaire et c'est parti. C'est simple. Ok. Simple, basique. Efficace. Central. Et sans plus tarder, je vais laisser déjà la parole tout doucement à notre chère chroniqueuse Julie pour faire un peu organiser tout ça. Bah déjà, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Est-ce que déjà tu peux te présenter en fait? Ok, Brièvement. du coup, moi c'est Kiddy, Kiddy Gang, mais du coup on m'appelle souvent Kiddy. Pourquoi Kiddy d'ailleurs? Parce que en fait, pendant un certain temps, tout le monde disait à chaque fois, vas-y, mais t'es un gamin, t'es jamais concentré et tout. Et du coup, ce truc de gamin, c'est resté. Et du coup, j'en ai fait mon blaze, Kiddy. Voilà. Et donc, je suis un artiste d'Amapiano. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi que vraiment, je me suis lancé en tant qu'artiste. Avant, j'étais beatmaker. Okay. Et du coup, c'est ça, en fait, je bossais avec des artistes, mais un peu dans les coulisses, parce que les beatmakers, ils sont jamais mis en avant, surtout en France. Je trouve que on connaît pas les beatmakers. On connaît les artistes, mais les beatmakers, on les calcule souvent pas. Et ce qui fait que après un certain temps, j'avais rencontré un ami à moi qui m'a dit, mais frérot, mais pourquoi maintenant tu fais juste des prods et tout? Parce qu'à l'époque, et là je parle vraiment de quand j'avais 14-15 ans et tout, on partait faire des open mic à Bercy. Et donc voilà, on écrivait nos freestyles et tout dans notre chambre, on était prêts. On arrivait, c'était du par cœur, on lançait nos freestyles et tout. Et puis à partir d'un certain moment, c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer le rap. Donc j'avais rencontré un peu on avait chacun des petits groupes. Okay. Du coup, moi, j'ai pu rencontrer le Panama Bandé avec notamment l'un des artistes là aujourd'hui qui est... c'est un peu celui qui a pété dans le Panama Bandé, PLK, du coup Mathieu. Et c'est avec lui qu'on a commencé vraiment à gratter, avec leur crew en fait. Tout le Panama Bandé, moi c'était Adrien que j'avais connu à la base. Et puis à partir de là, ça a évolué. Eux, ils ont continué à faire de la musique. Moi, il y a la daronne qui a dit, écoute-moi bien. C'est souvent ça, hein. Tu ne vas pas continuer la musique, c'est les études, c'est études de commerce, comptabilité, tout ça. Donc, en gros, moi, j'ai un peu quitté ce truc-là. Je suis parti, du coup, dans les études. Mais par contre, par rapport à la musique, j'ai continué à faire du beatmaking pour rien lâcher. En fait, je voulais vraiment continuer à faire de la musique, même si c'était plus du rap et tout. Au moins continuer à faire de la musique. Et puis un jour, justement, ce pote-là, Escape, m'a dit, mes frères, en fait, là, t'es un ouf, il faut que tu continues. Pourquoi tu te lancerais pas? Et donc, en fait, il m'a ramené au studio. Donc, c'était un studio dans le 15e, rue Beaugrenelle. Shout out. Du coup, le Coppelia qui n'existe plus. Et donc, on est allé au Coppelia. J'ai fait ma première session stud. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. En fait, le studio, ça c'est trop bien. L'énergie, Exactement, c'est ça. Et donc, premier son, c'est toujours un peu difficile de commencer parce que du coup, t'es là devant un micro. Là, ça devient pro. Et donc, c'est toujours un peu difficile. Et puis, à force de travailler avec cet ingé-là, je suis passé un peu du rap au rap R&B au je sais plus trop ce que je veux faire. En fait, j'essayais un peu tout jusqu'à ce que je fasse de l'afro et que j'écoute mon premier son d'Amapiano en 2014. Et ensuite, à partir de là, je me suis dit,
mais c'est trop bien en fait, ce style. Mais c'était pas encore identifié. On n'appelait pas encore ça de l'amapiano. Enfin, en tout cas, en France, personne connaissait ce truc-là, mais moi, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et c'est qui l'artiste qui... Parce que t'as dit que t'as écouté peut-être un son. Ouais, en fait, c'était Jules. C'était Jules, un son qu'il avait fait avec Jazz Caris. C'est une artiste de Londres. Et en fait, ce son-là, j'ai fait, mais ok. Mais c'est trop bien, trop bien. Moi, je veux faire ce truc-là. Tu t'es identifié, et donc, je me suis vraiment clairement identifié, sachant que il y avait cette base un petit peu instrumentale que moi, du coup, je retrouvais à travers le beatmaking que je faisais. Et je me suis dit, c'est nouveau. Ça ressemblait un peu à de la house, mais en même temps, c'était chill. Riche, En fait, il y a tellement de choses dedans que je me suis dit, bah, moi, en fait, je veux composer ce type de prod-là. Et pourquoi pas devenir artiste et faire ce type de musique. Et donc, à partir d'un certain moment, ça a commencé un peu à pousser dans ma tête. C'est une petite graine que j'avais lancée. Et vraiment, là où j'ai commencé à me lancer, c'était l'année dernière. 1er janvier 2024. Ah, c'est que l'année dernière. 1er janvier 2024, où là, je me suis dit, let's go Amapiano. Ça y est, je sais, j'ai trouvé mon style. Moi, ça me choque. Tu sais pourquoi ça me choque? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de te voir en live à la Java. Je sais plus c'était quand. Je crois que c'est cette année. C'était cette année, février. 14 février. Pour vous dire, je me souviens encore de la date. 14 février 2025. Parce que quand il me dit que ça fait qu'un an, j'ai du mal à le croire. Je le crois quand même, mais j'ai du mal à le croire. Parce que la présence scénique qu'il avait, moi, j'ai rarement vu ça chez beaucoup de gens. Merci. Non, c'est très sérieux. Il a fait une histoire, en fait. C'est derrière, il y avait, une voix un peu IA façon, tu vois. Qui parlait, qui disait, qui dit alors, non. Je dis, c'est quoi ça? On était dans un voyage. Et le mec, après, il enchaînait les sons. Après, il parlait avec le public. Après, il nous a fait écarter comme ça. Il a dit, ouais, faites les mains. J'ai dit, mais pour moi, il avait au moins 5-6 ans d'expérience. Donc là, quand tu me dis, c'est juste l'année dernière, tu as dit, vas-y, tu vois. En fait, l'année dernière, j'ai vraiment commencé à prendre ça très au sérieux. Tu sais, quand tu commences à payer le stud déjà. Psychologiquement, il y a on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Les coûts, en fait. C'est vrai. Les 40 balles de l'heure. En fait, au bout d'un moment, tu fais... Là, je suis un petit peu à perte. Faut que je rentre. Faut que je rentre. En fait, c'est là que tu commences à prendre ça au sérieux, justement, je trouve. C'est quand tu as cet aspect de là, j'ai misé sur moi. Et j'ai misé sur moi. Et vu que j'ai misé sur moi, parce qu'il n'y a pas que le coût financier. En vrai, il y a le temps, il y a l'énergie. Et je trouve que quand tu commences en tant qu'artiste à vraiment miser sur toi, et c'est là que ça devient sérieux. En fait, au tout début, quand t'es là, tu fais ça dans ta chambre, tranquille, petit son de temps en temps, t'es encore chez les darons, ils payent les factures. Toi, quand tu as une question à ce sujet, par rapport à ce sujet, parce que j'avais le sujet en fait de la délégation en tant qu'artiste, justement parce qu'en termes de budget, des fois, ça peut être compliqué. On a envie de tout faire tout seul dans sa chambre, mais quand t'as pas un enjeu en fait financier ou autre. Voilà, c'est ça. C'est ça, non, mais je suis d'accord. Tu vas pas forcément prendre la chose. Je suis d'accord. En fait, cet enjeu, comme tu dis, c'est vraiment arrivé l'année dernière. Où je me suis dit, là, t'as mis beaucoup de temps au studio, t'as passé beaucoup d'énergie. Même mes parents, je leur avais dit, au début, quand j'allais à Bercy faire des open mic, je rappelais comment je disais rien. Je disais rien, même dans ce qu'on disait. Bon, après, c'est le rap, tu vois, tu peux un peu tout dire et tout. Mais je sais pas, il y avait des sujets, tu sais, à la maison, c'était pas trop l'ambiance. Du coup, je pouvais pas trop en parler à mes parents. Et en fait, même quand tu commences à en parler à tes parents et que tu dis, là, papa, maman, en vrai, je veux faire ça de ma life. Je veux être rien que cette démarche-là. Et c'est trop bien parce que eux ils sont très ouverts, donc heureusement ils m'ont soutenu et tout. Ça, c'est c'est déjà un très bon point. Mais en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu leur devais, enfin c'est pas que tu leur dois quelque chose, mais tu te dis là ils savent maintenant que je veux me professionnaliser là-dedans, je dois leur montrer sérieux, en fait. Que c'est sérieux. Exactement, c'est vraiment, je dois leur montrer que c'est sérieux. Et donc pour ça, faut que je fasse de la scène, faut que je fasse ci. Et tu commences à essayer de développer un peu des skills d'artiste, tu vois, de vrai artiste, parce que justement, tu te dis, c'est sérieux et je peux pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, entre guillemets, tu vois, qui se disent, là, on croit en lui, on croit dans son projet, donc il faut qu'il aille tout droit. Et toi-même, vu que tu crois en toi, parce que tu mises sur toi et que les premières scènes, je vais pas vous mentir, c'était bancal, tu vois, c'était bancal. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens, à travers la musique, qui m'ont quand même dit, mais non frérot, t'as quand même un truc, vas-y. Parce que c'est pas souvent les proches, et ça c'est une réalité aussi dans la musique, c'est pas souvent les proches qui vont te pousser. Ça veut dire que mes parents, je leur ai dit et tout, ils ont dit, ok, c'est bien. Mais c'est pas eux qui vont dire, t'as posté là les réels, t'as fait. Parce que ça aussi, ça fait partie du package. En tout cas, je trouve en 2025, les nouveaux artistes,
faut qu'on soit des community managers, faut qu'on soit. Faut être sur tous les fronts. Faut maîtriser, franchement, faut être partout. Du moins, avant de plus déléguer, que le son, l'image. Exactement. C'est tellement important. Exactement. Parce qu'on en parle juste comme ça. Mais là, vrai. Par exemple, même pour ce podcast qu'on est en train de faire, la miniature, elle va devoir être travaillée. Voilà. Il va falloir. En fait, on ne peut plus passer à côté de. Moi, je vois des jeunes, des fois, qui se lancent sur YouTube. Le truc est déjà carré de A à Z. Je sais pas si vraiment petit aparté, mais vous vous souvenez de l'époque quand YouTube commençait à être YouTube. Ouais. Moi, j'étais le genre de mec qui a regardé des gameplays de jeux vidéo. Avant, les mecs postaient des 1 heure brutes. Il n'y avait pas de montage. La miniature, c'était un moment dans le jeu, genre sur le menu. Mais c'est pour dire qu'on s'asseyait devant ça. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. De ouf, je suis d'accord. C'est aussi parce qu'on est tellement nombreux maintenant à c'est ça. proposer du contenu. Plus ça vient, plus ça comme un truc devient, on va dire, un peu tout public. Et la professionnalisation, c'est obligé. Et Dieu sait le nombre de rappeurs qui commencent. Ils disent, ah ouais, je vais percer, le machin. Ouais, t'as posé sur TikTok. Voilà. Instagram, t'as pas géré comment. Est-ce que t'as laissé un vide entre le machin? Moi, il y a des trucs, je comprends rien. Tu vois, et c'est vrai que t'as raison quand tu parles de l'image, parce que, en fait, c'est le premier truc que tu vas renvoyer à un public qui te connaît pas. En fait, quand au début tu commences, c'est aussi bien. Enfin, moi, au début, j'avais une vision vraiment très précise du truc. Je me disais, là, je suis pas assez bon. Tu as le syndrome de l'imposteur où tu te dis, t'es pas assez bon, donc je veux pas en parler. Ni au poteau, ni au. Je veux rester dans mon coin, vraiment maîtriser mon karaté à fond et après y aller. Sauf que le truc un petit peu, on va dire, je dirais pas piège, mais un peu, c'est que tu risques du coup de pas avoir d'avis. C'est ça. Et si tu as ce truc de perfectionniste, un peu vas-y, je veux toujours aller, au final, tu fais des choses parfois très bonnes, mais qui dorment dans ton disque dur, dans ton ordi et tout. Et ce qui fait que, vu que personne l'entend, en fait, tu peux faire ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne n'entendra tes sons, tu vois. Alors que parfois, même si c'est pas vraiment juste, le fait que tu aies des avis, le fait que tu sois après entouré de bonnes personnes. Moi, je sais que vraiment, là où j'en suis aujourd'hui, jamais ça me serait arrivé si j'étais resté tout seul. C'est impossible. Clair. Et ça, c'est trop un mythe où on se dit non, vas-y, pas besoin des gens. En vrai, si t'es bon, c'est bon. Mais en fait, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas d'équipe, si t'as pas. Et je comprends maintenant pourquoi tous les artistes ont une équipe. Tous les artistes ont toujours, même si, bien sûr, t'as des gens qui vont arriver par un peu à droite, à gauche, t'as des pros qui vont des DA, qui vont commencer à essayer de gérer ton projet et tout, mais ils ont toujours un noyau dur. Et en fait, ce noyau dur-là, si quand t'es artiste, tu l'as pas, malheureusement, en tout cas, si t'es artiste émergent et que t'as pas un buzz autour de toi qui a vraiment pris, t'es tout seul, tu peux pas avancer. En fait, ce truc de... C'est un peu, tu sais, il y a un dicton qui dit quand t'es tout seul, tu vas plus vite, mais quand t'es ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment vrai ce truc-là. Moi, je sais que je l'ai vraiment vécu, et les deux, parce que du coup, vu que j'étais tout seul, j'ai appris à composer mes prods tout seul, j'ai appris à écrire tout seul, j'ai appris à faire... Et donc oui, bien évidemment, je suis allé plus vite. Parce que pas besoin d'appeler un beatmaker qui va te dire « Ah frérot, je t'envoie la prod dans 3 semaines. Ah mais là, après toi, tu veux faire une modif. » Et eux, ils disent « Ah mais frérot, la modif, je te la renvoie dans 3 semaines. » Enfin, tu vois. Et puis là, en plus, faut payer un supplément. Moi, tu vois, j'avais pas de thunes, donc fallait faire tout un peu tout seul. Et puis, il y a ce truc aussi où les gens, des fois, ils me disent « Ouais, mais frérot, tes projets, ils sont très liés. On a l'impression que tu achètes les prods au même beatmaker. » Bah oui, c'est moi, frérot. Du coup. En même temps, ça, c'est une simplicité qui te permet, même quand t'écris, parce que tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont différents, on va dire, schémas de production. Moi, je sais qu'il faut que j'ai la prod qui soit faite. Tu vois, si la prod, il y a un truc bizarre, je vais réussir à écrire. Mais t'es pas inspiré bizarre, parce que des fois, tu vois, t'as envie qu'il y ait un cut au moment où toi, dans ta phrase, tu fais une pause. T'as envie. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments où moi, je fais attention un peu à ça, tu vois, quand j'écris. Et c'est beaucoup plus simple de faire la prod. Vas-y, j'écris. Et là, je sais que je vais faire une modif. Je reprends ma prod. Je fais la modif. Ça me fait penser parce que les gens ont souvent différents styles d'approche musicale. Toi, tu es plutôt comment? C'est que tu as d'abord ton texte ou il te faut d'abord la prod? Moi, il me faut d'abord la prod. Il te faut d'abord la prod. En fait, il me faut d'abord la prod. C'est vrai parce que moi, j'ai travaillé avec des gens où j'arrivais en studio et après, il me dit on va bosser sur ça, voici le thème. Je fais OK, lourd. Et après, j'attends. Et il me regarde. Je dis, mais du coup, on fait quoi? Il me dit, non, du coup, on écrit sur ce thème. Ah, j'ai pas la musique derrière. Mais parce que moi, je fonctionne un peu comme toi. Il y a d'abord un flow qui me vient. Comme ça, et ensuite, je sais que, à ce moment de la chanson, je vais faire ça. Et comme j'avais pas, j'étais complètement déboussolé. Je dis, ah ouais, mais moi. Puis ça peut commencer sur des type beats pour commencer. C'est ça. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois, au début, c'était. Type beat, et puis tu mettais le nom de ton artiste, Type beat Kendrick, Type beat, tu vois, et donc tu tombais sur des prods qui t'inspiraient plus ou moins. Et moi, je trouve que, tu vois, il y a plein d'éléments où moi, je fais attention un peu à ça, tu vois, au début, tu vois, c'était Type beat, Kendrick, Type beat, tu vois, et donc tu tombais sur des prods qui t'inspiraient plus ou moins. Et moi, je trouve que
comme toi, en fait, quand j'écoute une prod, tu sais, c'est comme j'avais parlé à un mec qui bossait dans une école de cinéma. Ouais. Et en fait, il m'avait dit les instrus, enfin du coup la prod quand on est derrière avec les compositeurs et tout, bah, la composition, quand tu regardes un film, c'est 50% du film. Ouais. Et après j'ai dit ah ouais 50%, mais frérot il y a les jeux des acteurs, il dit ouais ok, mais maintenant regarde un film sans musique. Sans musique, ouais, c'est vrai. C'est bien. Zéro émotion. On t'en débride pas. Ouais. Tu vois il a dit en vrai, zéro émotion. Il y aurait zéro émotion. Et ça sert à ça en fait la musique. Et moi je pense que comme tu l'as dit, c'est une énergie. Moi quand je vais écouter ma prod, j'ai envie de faire un son triste. T'écoutes les 3 premiers accords, tu sais que c'est un son triste. Ouais. Il y a un son qui va te faire danser, t'écoutes les 3 premiers, vas-y, lancement de drum, tu sais que ça va être un son qui va te faire danser. Et en fait, je pense que ça, moi, c'est ça qui me permet d'écrire. Ouais. Si j'ai pas d'émotion, si j'arrive pas à ressentir un truc quand j'écoute, vas-y. Surtout qu'en plus, moi, je parle aux 3 quarts de love, aux 3 quarts de... Ce qui fait que, comment tu veux que, tu vois, je peux pas parler de love sur une instru, Charo, c'est Charo. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir, du coup, sur... T'as un projet qui est sorti là dernièrement. Ouais, ok. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je pense que... Ouais, je suis pas prêt. Ok. Parce qu'on parlait justement d'image. On disait que c'était 50-50. Il y a le fond, il y a la forme et tout. Ouais. Et voilà. D'accord. Je pense qu'il y a matière à parler. Parlons de l'oiseau du paradis. Alors, j'ai sorti un projet qui s'appelle l'oiseau du paradis. Ok. Du coup, alors... Pourquoi l'oiseau du paradis? Alors, Spotify. Faut toujours le dire. Alors, pourquoi l'oiseau du paradis? En fait, j'avais créé un premier projet qui s'appelait Amamia. Okay. Donc, pourquoi Amamia? Parce que j'avais fait un peu la fusion de Amapiano, Mia, le mien, du coup, mon Amapiano à moi. Okay. Et donc, en fait, j'avais fait ce premier projet où je voulais partir déjà dans ce délire d'oiseau. Allez savoir pourquoi. Je voulais trouver un symbole qui représentait très bien le côté un peu... soleil, mais en même temps le côté on s'envole, et puis en même temps le côté tu vois, genre faut que ça soit un rappel, tu vois, aux terres et tout. Du coup, j'étais en mode putain, qu'est-ce qui me fait penser au bled, et je sais pas pourquoi, après avoir fait tout ce truc là, ah oui, et je voulais un truc coloré. Pourquoi? Parce que j'ai une DA très colorée. Enfin, moi les couleurs, tout ce qui est solaire et tout, c'est un peu mon énergie. Beaucoup, du coup, je voulais vraiment que dans cette pochette, j'ai un truc qui représente tout ça. J'ai trouvé le toucan. Parce que, effectivement, c'est un oiseau. Effectivement, en plus, il est un peu sectorisé dans des endroits très tropicaux et tout. Donc, ça me faisait penser à mon île parce que, du coup, je suis guadeloupéen et dominicain. Et donc, je me suis dit, le toucan, impeccable, parfait. Amamia, en plus, on reste dans le thème. Il y a les couleurs, il y a les trucs et tout. Et donc, je voulais qu'il y ait un rappel dans le projet suivant. Bien. Donc, je me suis dit, c'est un oiseau. L'oiseau, déjà, ça sera dans le titre. Du coup. Après, je voulais trouver un truc, toujours en rapport avec on s'envole vers notre destinée un peu, tu vois, mais avec un truc plus... Là, il faut que ça soit genre le top, tu vois, parce que je voulais vraiment qu'il y ait une évolution. Il a pris 1 an ce projet à sortir, tu vois, ce qui fait que je voulais qu'il y ait un vrai passage où les gens ils se disent, ok, là, le mec de ce projet-là à celui-là, il y a eu une prise de niveau de ouf. Et donc, je me suis dit, après, qu'est-ce qui est plus haut que le paradis, tu vois, genre, paradis, tu vois. Sauf qu'après, j'avais eu un premier rendu de pochette avec du coup un oiseau qui était dans le ciel. On aurait dit que c'était un peu le paradis et tout. Et c'était claqué. Et j'ai regardé, j'ai fait waouh, c'est archi moche. Ah ouais. Du coup, franchement, pourtant je m'étais craqué sur la pochette, mais pour le coup, je trouvais que ça me reflétait pas moi. Et j'avais beaucoup parlé avec mon ingé et tout. Et il m'a dit, tu sais, ça serait intéressant que sur l'une de tes prochaines pochettes, on te voit toi. Tu vois, parce que là, on pourrait vraiment aussi t'identifier, sachant que jusqu'à maintenant, les pochettes que tu as proposées, c'est vrai qu'elles sont graphiquement, c'est impeccable et tout, mais on ne te voit pas à chaque fois, tu vois. Parce que j'avais sorti des singles et tout, comme les Lélés, le 1er janvier 2024. Et donc, à partir de là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, t'as raison. Je vais me mettre en avant. Mais je voulais pas, trop me mettre en avant. En fait, j'avais pas envie de voir ma grosse tête en mode... Du coup, j'ai dit, c'est mort. Et puis, je voulais pas faire, des pochettes à la SCH où t'es comme ça, tu regardes avec. Ces pochettes sont incroyables, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ma DA. Du coup, je me suis dit, je voulais pas faire ça. Et en fait, il y avait une photo de moi quand j'étais petit.
que j'avais retrouvées dans les dossiers et tout. On a vu. Dans les gros paquets de tu sais, ma mère, elle aime bien, tu vois, genre coffrer plein de souvenirs et genre elle a une espèce de coffre où il y a toutes nos photos de quand on était petits tout. Et là, je trouve cette photo. Et là, je fais, oh. C'est celle-ci. C'est cette photo, genre vraiment, tu sais, on dirait que je suis en train de rêver un truc, tu vois. Et je me dis, mais attends, mais là, c'est trop bien. En plus, les couleurs, pour le coup, ma mère, en vrai, elle a un peu de goût, tu vois. Elle mettait déjà dans la sape avant même que... Ça. Tu vois, on voit d'où ça vient. J'étais déjà petit, mais elle m'habillait toujours bien, avec les petits détails, les petites chaussures qu'il y a, tu vois. Et ce qui fait qu'au final, bah, là, l'espèce de kawaii que j'avais, bah, toutes les couleurs du kawaii, et c'est là en fait où dans la pochette je me suis un peu craqué, toutes les en fait les couleurs qu'il y avait, c'était les couleurs d'une fleur qui pousse du coup en Guadeloupe, qui s'appelle l'oiseau du paradis. D'accord. Voilà, en fait ça vient de là. En fait, il y a une fleur qui s'appelle l'oiseau. En fait, il y a une fleur qui s'appelle l'oiseau du paradis et il s'avère que. Et ça, c'est passé après que tu décides. Exactement. En fait, ça, je ne savais. En fait, je l'ai découvert, tu vois, pendant le truc. Incroyable. Et donc, en fait, cette fleur-là, qui du coup, je me suis dit, bah, il y a les couleurs, c'est impeccable. Et bah, c'est vraiment les mêmes couleurs que sur le kawaii. Je me suis dit, vas-y, ça va être lui. Et en fait, le fait que bah, je l'ai mis en avant. Beaucoup de gens m'ont dit, ah ouais, mais du coup, en fait, c'est toi l'oiseau du paradis, en fait, t'es un peu le prodige de la piano, tu vois. Enfin, tu sais, ils sont commencés à partir dans des trucs et je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, ça part. Et donc, j'ai mis cette pochette-là en avant. Donc, souvent, les gens, ils me disent, ah, mais si c'est ton fils, il est mignon. Je dis, ah non, c'est moi. C'est mon fils et tout, tu vois. Mais du coup, ça fait que, bah voilà, la pochette de l'oiseau du paradis est venue de là. Et du coup, j'ai commencé à faire ce projet de 8 titres, 7 titres, 8 titres. 8 titres, je crois. Ce qui vous répondrez dans les commentaires. Ouais, Est-ce que vous l'aurez vu ? On regardera, mais je crois que c'est 7 titres ou 8 titres. Allez vérifier. Allez vérifier, du coup. On a un doute. Et donc, en fait, dans ce projet-là, j'avais vraiment envie de faire un amapiano un peu plus, on va dire, easy to listen. En fait, dans Amamia, on m'avait beaucoup reproché parce que j'avais contacté un peu différents professionnels dans la musique qui m'avaient dit « c'est trop bien, mais tu parles beaucoup ». Ouais, dit comme ça, j'avoue, ça pique un peu. Mais ce qu'il voulait dire, donc tu parles beaucoup, c'est laisse un peu d'espace dans la prod pour que les gens puissent aussi danser. Ça, parce qu'à la base, c'est un exercice compliqué quand t'as beaucoup de choses. Et c'est super dur venant de quelqu'un qui est issu du rap. C'est ce que j'allais te dire. C'est ça qui est dur en fait. Parce que les rappeurs ont des choses à dire. Exactement. C'est ça aussi. Et moi, il y avait un parti pris où les gens me disaient, mec, c'est trop bien ta musique parce qu'on danse, mais quand on réécoute tes sons, on comprend que tu racontes quelque chose. Ouais. Et ben j'ai une question. Ouais. Parce que du coup, ça me permet de... Je voulais te dire ça depuis, mais tu vois, moi, perso, j'ai écouté du coup, le dernier. Yes. J'ai eu la chance de l'écouter aussi en avant-première un peu. Ouais, j'ai obligé de le dire. Et j'ai kiffé l'idée de faire des enchaînements. Et je ne vais pas spoiler. Allez voir ça, c'est une dinguerie. Moi, perso, je trouve que c'est une dinguerie. Surtout que je ne savais pas encore trop comment qualifier ce style. L'amapiano, je ne savais pas trop ce que c'était, tu vois. Mais on écoutait déjà un peu des trucs sud-africains. On se disait, ouais, c'est cool, c'est des trucs. Maintenant, c'est un blaze, on sait c'est quoi. De fou. Ma question, c'est quoi ? C'est que les lélés, ça restera, je pense, un de mes goûts pour moi, de ce que tu as fait, tu vois. Parce que je pense que au-delà de raconter des choses où on va dire, des rappeurs, des fois, ils vont écrire des textes, ça peut être de l'ego trip, ça peut être des chansons douces, ça peut être des chansons tristes, ça peut être des machins doux. Déjà, on va dire que l'histoire de Lélé, en fait, les gens peuvent se reconnaître dedans. Parce que moi, je me suis reconnu dedans. Et donc, forcément, je me dis, si ça parle à moi, ça va parler à quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on t'a dit, je comprends. Les gens, ils écoutent, ils se disent, ah ouais, donc il dit vraiment ça, donc il a vraiment vécu ça. Ma question, c'est, quand tu écris, ou que tu dis, ouais, je vais faire un EP, un album, des trucs, est-ce que tu le fais en me disant, ouais, je vais écrire parce que j'ai envie d'écrire des sons, ou tu as quand même besoin d'avoir envie de raconter des choses? C'est que, est-ce que tu séquences tes albums par thème du style, ah, je vais parler de cette histoire-là, ah, je vais parler de cette histoire-là, ou tu as mis la musique, tu te dis, bon, ce thème-là, il est pas mal. Est-ce que tu peux un peu fake it, genre, ouais, je vais parler de love, je vais faire, nanana, ou tu as besoin de vivre l'expérience pour vraiment retranscrire le truc, tu vois, qui vient du fond? Ok, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. En fait, je pense que quand je compose, j'essaie de faire un maximum. Vraiment, et c'est dur, hein, c'est pas évident. Mais j'essaie de toujours partir d'un truc que j'ai vécu, même si c'est lointain. Tu vois, même si c'est lointain. Et que parfois, je pourrais me dire, bon, là, en vrai, ça s'est passé il y a longtemps et tout. J'ai remarqué
que c'est sur ce type de son que souvent il y a un impact un petit peu plus fort. C'est quand c'est sur des sons que j'ai. Donc des fois c'est marrant parce que souvent les gens après, comme d'ailleurs j'avais fait un concert où je l'avais dit, j'avais du coup fait les lélés et tout, et les gens sont toujours en mode ah mais frérot, tu sais, ça applaudit, ils sont contents et tout, ils dansent et tout, tu vois. Et moi j'ai envie de leur dire mais les gars, c'est que sur ce son-là, moi j'étais en train de pleurer. Hein, là, vous êtes en train de danser et tout. Avec la musique, en fait. Et c'est ça qui est très thérapeutique. C'est ça qui est bien en fait en tout cas sur certains aspects, je trouve, d'écrire des choses que tu as fait, c'est que parfois, quand on traverse, tu vois, des éléments, je vais pas dire durs, insurmontables ou autres, mais juste des choses qu'on traverse, on n'a pas pu en parler à des potes, à des trucs, à des machins et tout, on a gardé un peu tout ça pour soi, et souvent, en tout cas moi je le dis à tous ceux qui font de la musique, prenez une feuille de papier, votre téléphone ou n'importe quoi, et écrivez un son. La vie, c'est de la matière. Écrivez un son, parce que parfois on s'en rend pas compte. Mais déjà, moi en tout cas, quand j'avais fini ce son-là, après, t'as l'impression d'avoir déposé un truc. Moi, je me rappelle, je discutais avec mon père et il y avait quelqu'un dans la famille, tu vois, qui s'était disputé et tout avec un membre de la famille et tout. Et en fait, malheureusement, cette personne-là est décédée. Et il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir dire à la personne qui est décédée tout ce qu'il avait, tout ce qu'il ressentait et tout. Et donc, mon père lui a suggéré d'écrire une lettre, de déposer cette lettre-là sur la tombe de la personne. Et en fait, en l'ayant fait, ça l'a vraiment soulagé. En fait, on ne se rend pas compte, mais en exprimant de manière... Ça peut être de manière écrite, tu peux aussi envoyer un vocal ou autre, mais en exprimant, en faisant ressortir ce qu'on ressent, ça t'enlève un poids de ouf. Et nous, en plus, pour les artistes, des fois, ça peut nous déclencher un hit. On est d'accord, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est beau. Même si tu vis plein d'éléments, moi pour le coup, c'est vrai que je parle beaucoup de love, mais parce que aussi c'est pas juste parce que voilà, on pourrait se dire ouais, c'est un lover, beaucoup de love, c'est un lover, machin et tout, un peu, mais bon, pas de ouf. Mais il y a aussi le fait que déjà, tout simplement l'amour, tu vois, le thème vraiment l'amour. C'est, je crois, à peu près 80% de tout ce qui se fait dans la musique générale. C'est un thème qui revient partout. Tu l'entends dans le rock, dans le zouk, peu importe le genre musical, dans le jazz, il y aura toujours l'amour qui va... Donc déjà, ça, c'est un thème où tout le monde peut s'identifier. Moi, pour le coup, c'est un thème que je connais mieux. C'est pour ça, en fait, que je parle tout le temps de ça. Les gens, ils disent, ouais, mais vas-y, tu veux pas parler de la politique et tout, frère. Je suis pas Medine, je suis pas Youssoupha. Enfin, tu vois, en fait, tu peux pas t'approprier quelque chose. Ce n'est absolument pas mon créneau. Tu vois, de parler de pareil, ouais, mais vas-y, frérot, tu veux pas être il y a gang dans ton blast, tu veux pas être un peu plus. Mais la cité, c'est pas mon créneau, les gars. Je ne vends rien du tout, je ne braque personne. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas moi, tout simplement. Et moi, je pense que c'est important aussi de savoir se dire, parler de choses que vous connaissez. C'est beaucoup plus intéressant déjà pour les auditeurs parce que, comme tu l'as dit, ils peuvent des fois se dire « Ah, mais en vrai, moi j'ai vécu cette situation-là aussi. » Si en fait tu l'as pas vécu, soit tu as un autre tips. Bon, moi des fois c'est ce que j'essaie de faire, c'est que voilà, je parle avec des potes, un pote il me raconte son truc et je fais « Ah ouais, putain, ça t'est arrivé ça et tout. » Ah ouais, ok, d'accord. Il va faire une chanson. Et en fait, ça aussi, ça marche. C'est un moyen de pouvoir écrire. C'est quand tu vas essayer de retranscrire un peu comme les poètes, tu vois, ou les écrivains qui vont essayer de retranscrire ce que beaucoup de personnes... Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont interviewer plein de... Orelsan. Voilà, exactement. Lui, tu vois, à force de parler avec plein de gens, il va reprendre des petits bouts d'histoire et il en fait un son et c'est un truc qui va parler à tout le monde. Puisque du coup, chaque personne, tu vois, a exprimé ce qu'il avait. Donc ça, c'est deux manières de faire. Moi, j'avoue que pour l'instant, ma manière principale, c'est d'écrire ce que je vis. Et le love, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai un peu fait... Tu vois, dans mes relations, c'était très... Ouais, trop bien. Ouais, trop bien. Et du coup, les trop bien, je peux écrire un son un peu plus joyeux. Donc, je vais composer un truc un peu plus joyeux, festif, ça danse et tout. Et après, il y a les bads en général. Et c'est souvent les bads qui marchent le mieux, c'est chiant. C'est les bads qui marchent le mieux, mais une fois que tu vas mieux, tu les écris. Donc, ça montre qu'il y a un... c'est aussi, ça. Mais aussi parce que ça, je crois que c'est vraiment humain. Ah ouais, tu vois. Mais c'est que nous, on fonctionne avec l'instinct de survie, je pense. Ouais. Et du coup, ce qui va te parler, c'est surtout les expériences négatives pour s'en protéger. Tu vois. Okay. Quand tu réussis, t'en as rien à foutre un peu, tu vois. Quand il se passe rien, tu dis, ah, mais quand tu perds, tu te remets plus en question.
J'avoue. Et c'est là que je commence à dire, ah ouais, donc quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, il va dire, ah ouais, peut-être que lui, là, il est passé par ça comme ça. Quand t'es joyeux, t'es joyeux. Donc s'il a réussi à s'en sortir, moi, peut-être que, j'avoue. L'élément, machin, pas mal. Mais j'aime bien le fait d'utiliser l'art par la thérapie. Ça, c'est un sujet grave important. Pourquoi ? Parce que je pense que, je dis pas que je pense pas que ce soit tous les artistes sont comme ça, mais j'ai l'impression que les artistes, il y en a beaucoup qui ont du mal à parler de choses aisément avec les autres comme ça, genre, faut que je te raconte un truc. Il y en a, ils arrivent à vomir aisément. Vas-y, viens, je te raconte ça, t'es là, t'écoutes, tu dis-moi. Mais il y en a beaucoup, notamment les écrivains, les machins, pour vraiment les connaître, bizarrement, il faut écouter leur son ou il faut lire leur livre. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un gars vienne te voir et te dise, mais en fait, donc t'as vécu ça en fait, en vrai ou... Ouais, genre souvent, on est là, on te voit, mais... En fait, souvent, ça, tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire d'ailleurs. Le truc de... Ah, mais en vrai, c'est même pas en plus, c'est même pire que toi. Parce que des fois, c'est des gens qui me connaissent. Donc ils disent, frérot... Tu parles d'un tel dans le son. Tu vois, ça va plutôt être ça. Je la connais, c'est un tel en fait. Genre en vrai, t'as pas dit son nom, mais dis-moi. C'est un tel. Et toi, du coup, t'es là, tu fais c'est anonymisé. Non, t'inquiète et tout. Mais toi, tu sais, tu vois. Mais ce qui fait que, je pense que si ça arrive. En vrai, frérot, moi aujourd'hui en tout cas, comme tu l'as dit d'ailleurs, je pense que j'en suis sorti, tu vois, genre bien. Enfin, tu sais, c'est des trucs que je raconte, si je peux les faire en live, c'est que tranquille, maintenant c'est passé les gars. Et c'est important de pas oublier. C'est pour ça que ça fait partie de la vie. Je préfère en faire un son pour me dire, vas-y, ce truc-là, c'est arrivé, mais ça m'a permis aussi d'arriver là. Souvent, tu vois, j'ai des gens qui me disent, mais là, t'as choisi cette direction, cette vie-là, machin. Mais tu regrettes pas de pas avoir fait un autre choix. Tu vois, souvent ce truc de mais t'as pas de regrets et tout. En vrai de vrai, non. Pourquoi j'ai pas de regrets ? Parce que je me dis, ouais, ok, j'ai vécu tout ça, c'était dur parfois, mais c'est tous ces éléments-là qui m'ont permis d'être qui dit aujourd'hui. Tu vois ? Ce qui fait que si tu regrettes les choix que tu as fait à un certain moment, en fait, tu regrettes une part de toi. Puisque la personne que tu es aujourd'hui, c'est toutes ces petites erreurs, ces petits trucs tu vois, que tu as fait. Ce qui fait que moi, j'en fais des sons pour me dire, ok, ça m'est arrivé, mais en vrai, ça me permet d'être aujourd'hui le qui dit de l'oiseau du paradis, tu vois. Et quand les gens me disent, mais mec, la prise de niveau, le truc, machin, je dis, ouais, les gars, il y a eu là où j'ai galéré, là, c'était dur. Ouais. Même les rejets, quand t'es artiste émergent et que tu veux faire des scènes et tout, le nombre de... T'as combien d'abonnés Ouais. 600 Ok, vas-y, on te rappelle, t'inquiète. Tu vois, en parlant de ça, j'aimerais bien rebondir sur... ouais, vas-y. On est quand même le 22 juin. Ouais. Il y a eu la fête de la musique hier. Ouais. Il me semble que toi, t'as un don pour aller chercher les opportunités aussi. Ouais, par rapport alors à ça. moi... Peut-être que tu l'as développé à force de... Je l'ai développé en un an. En fait, 1er janvier 2024, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup permis de changer ma vision du monde, pas seulement dans la musique, mais vraiment ma vision sur les choses. En m'expliquant que, écoute, si tu as un rêve, c'est bien de l'avoir, mais si tu te bats pas pour pouvoir... tu sais, c'est un petit peu comme s'il était genre tout là-haut, il fallait que tu ailles le chercher, décrocher, tu vois. En vrai de vrai, il n'y a rien qui va tomber, ça tombe pas du ciel. Ouais. Et moi, j'étais très, tu vois, c'est bon, tant que je fais les choses bien, ça va arriver. Et en fait, ça n'arrive pas. pas comme ça. Ça n'arrive pas parce que tu en as d'autres, tout simplement, qui sont dans la même énergie que toi, qui ont parfois plus de talent que toi, parce que eux, voilà, ils ont eu plus de moyens avant, tu vois, ils ont baigné dans quelque chose que toi, t'as pas pu auquel tu n'as pas pu accéder. Et ce qui fait que, en fait, ça serait pas juste. Si juste parce que c'est toi, t'y arrives. Et eux, ils y arrivent pas. Ouais. Donc, en fait, on est tous, tu vois, on va dire, plein de personnes qui, je pense en tout cas, croient en leurs rêves et ont envie d'y accéder. Et donc, en fait, il faut se battre. Et il y a un truc, du coup, qu'elle m'a vraiment appris, c'est faut que tu multiplies les opportunités. En fait, c'est ça qui m'a permis, en un an, du coup, de prendre d'avoir ma prise de niveau et surtout d'avoir autant de choses. Et moi, quand je dis aux gens, ouais, j'ai fait la fête de l'UMA et tout, septembre, machin, ils font, mais attends, t'as commencé en janvier. Comment t'as fait pour déjà avoir un festival les gars, de janvier à septembre, parce que c'est ça aussi, tu vois, quand on dit, ouais, artiste émergent, les gens, en fait, ils pensent souvent, je dis pas tout le monde, mais souvent, on pense qu'on est des rigolos, on pense qu'on est des clowns. Bien sûr. Tu vois, on pense que, bosser tout seul, c'est
Je me réveille à 15h, j'ouvre mes mails, j'en envoie 2. Vas-y, je scroll Insta, je vois une trend, je fais une petite vidéo, je dors. Ils pensent que c'est ça. Les gars, moi, je me réveille à 7h et des fois, je me couche pas. Des fois, je me couche, il est 4h. En fait, eux, quand ils font leur journée de boulot, là, de métro, boulot, dodo, de 9h, 18h, après, pour eux, la vie, elle est belle. 18h, moi, j'ai pas fini de travailler. Il faut continuer à envoyer les mails. Il y a les events le soir. Ça veut dire que pendant la journée, déjà, tu dois charbonner, aller contacter leurs gars, aller faire ci, ça. Le soir, tu as les événements. Ou les événements, eux, ils pensent que, ah ouais, vas-y, qui dit, il part flexer, il va danser. Non, les gars, moi, je vais networker. Ils savent pas ce que t'as. Moi, je vais parler aux orgas, je vais dire, mais du coup, faites des événements, les machins, nanana. Et tout ça, c'est un boulot qui se fait non-stop. Ça se fait non-stop. Et pourquoi ça se fait non-stop ? Parce que justement, multiplier les opportunités. Même si c'est un événement éclaté. Bon, je vous dis pas d'aller... Parce que oui, attendez, il faut que je mette un bémol sur ce que je viens de dire. Je vous dis pas de tout accepter. On te dit, vas-y, va jouer dans une cave, il y a 2 pélos sous alcool qui te regardent et qui applaudissent comme ça, vas-y. À un moment, il faut aussi te reconnaître. Reconnaître que tu as de la valeur et que tu peux pas jouer dans des lieux insalubres comme ça, tu vois. Mais, en fait, en multipliant à chaque fois des opportunités, eh ben, je vous jure que c'est vrai. Et vraiment, je vous le dis, ça arrive. T'attires à toi d'autres opportunités. Tu vas attirer. En fait, plus tu vas les multiplier, plus tu vas les attirer. Et un jour, festival. Et c'est ça. C'est que finalement, on se rend compte que réussir, c'est pas le talent. Non, c'est pas le talent. C'est le mindset. De ouf. De savoir déjà être tranquille avec le rejet. C'est ça. Et de pas prendre ça personnellement. Moi, c'est un truc que j'ai appris quand je distribuais des tracts. Mais la vérité, on a tous fait des trucs comme ça. Ça, c'est dur. Quand t'es jeune et tout, t'es là, tu vois, le premier nom que je me suis pris, j'étais, ouais. Non, je prends pas ta merde. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Et après, au fur et à mesure, je commençais à me dire, Bob, je vais proposer à la prochaine personne. Et je voulais un peu imager ce que tu dis. Pour moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. De fou. Tu veux pas, c'est pas grave. Je sais que je vais le donner au prochain et je vais au prochain. C'est-à-dire, en fait, moi, quand on me dit non, ça m'excite. Je me dis, vas-y, je vais attaquer le prochain. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est ça, c'est que tu peux être bon, mais si tu ne mets pas dans ta tête que même si tu es bon, l'autre peut pas avoir le temps, l'autre peut pas avoir envie, l'autre peut-être t'a vu et va peut-être te jalouser. En fait, il y a tellement de facteurs et de trucs que si tu te mets pas dans le truc, quoi qu'il arrive, j'avance, tu vois. Image un peu genre running back. Je prends le ballon et je continue de courir. Formateur, non, mais t'as raison. Tu dis qu'être artiste, c'est ça. C'est aussi grandir, c'est un cheminement. En fait, c'est pas que la musique. Tu vois, c'est vraiment... et je pense que quand on voit des artistes accomplis, c'est qu'eux-mêmes, à l'intérieur, il y a plein de choses qui se sont développées, tu vois. Quand tu vois des artistes qui... Tu te dis, mais comment ils font ? Mais comment ? Les gars, il y a des heures et des heures de nuit blanche, de travail. Et en fait, juste eux, ils vont pas te dire sur Insta ou TikTok, alors les gars, je suis sous cerne. Voilà, ça va pas. Mais regardez, je vous montre les cernes. Jamais, tu vois, ils vont faire ça. Ils vont toujours te montrer la belle vie, les belles scènes. Là, voilà, je suis dans tel hôtel, tel truc. Toi, tu vas te dire, c'est ça la réussite. Mais c'est facile, en fait. Ce n'est pas facile. Sachez, un Chris Brown ou un Kendrick, peu importe, croyez-moi qu'ils ont tous fait des nuits blanches. Ils ont tous parfois été sous canapé. Vas-y, c'est la galère. Comment je vais faire ? Tous. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a des personnes qui vont commencer dans la musique ou dans d'autres domaines qui vont dire non, mais regarde Gérard, tout ce qu'il a fait. Mais tu vois pas tout ce qu'il a fait, justement. Tu vois juste le résultat, en fait. Tu vois le résultat, exactement. Tu vois pas les galères derrière. La distorsion de la réalité dans les réseaux sociaux. Tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment eu un avant-après. Internet, c'est vraiment incroyable. C'est que autant l'être humain est déjà comme ça de base. C'est que je pense que tu ne fais pas la différence de la réalité à la fiction dans son imaginaire. Du coup, moi, je vais te montrer un moment de vie et tu vas te dire, en fait, c'est ce qu'il fait tout le temps. Tu vois. C'est ça. Par exemple, tu vas faire la fête de la musique, tu vas mettre une story où tu étais là-bas hier. Ensuite, tu as mis ça. En fait, des fois, ta vie est rythmée par des moments d'ennui, par des moments de stress, par des moments de pages blanches. Mais ça, effectivement, sur Insta, quand on va arriver, ou sur tes plateformes de streaming, de vidéos, on verra jamais ça. On va juste se dire, mais en fait, lui, ça va, tout roule. Les premiers posts, on les voit plus. Les premiers posts. Et ce que tu dis, c'est réel parce que, tu vois, même au niveau de ton cercle, tu vois, et ça, j'en parlais beaucoup même, je t'en avais déjà parlé, je crois, mais au niveau du cercle de gens avec qui t'es, et ça, c'est super important. Parce que, malheureusement,
on grandit avec des potes du collège, des potes du lycée, etc., qui après prennent un peu, tu vois, des choix de vie différents. Et ils ont pas la même... En fait, ils perdent l'énergie que toi, t'as parce que t'as une autre life, tout simplement. Et donc, en fait, cette vie-là, un peu différente, parce que nous tous, en tant qu'artistes, on sait qu'on n'a pas la même vie que quelqu'un qui part travailler, qui a un train-train, qui dit maintenant vas-y, là j'ai mon taf, maintenant je vais acheter mon chien, maintenant j'ai mon chien, vas-y je vais trouver ma meuf, maintenant j'ai ma meuf, vas-y je vais me marier, vas-y je vais me marier, je vais acheter une maison. Pour eux c'est très étape. Nous en vrai en tant qu'artistes c'est les gars, moi je vais atteindre mon rêve. C'est ça. En fait, on sait juste qu'on a notre rêve et que pour atteindre ce rêve-là, va falloir qu'on cravache. Peut-être que oui, comme tu dis, des fois on va se manger des déceptions, mais du coup, en fait, notre vie est pas un peu en zigzag. C'est pas des étapes, c'est des opportunités qu'on amène. Mais ces opportunités qu'on amène, si on va pas des fois à gauche, puis après tout droit, puis après... Bien sûr qu'on va aller dans toutes les directions, parce que si ça se trouve, dans cette direction, ça marchera pas, mais dans l'autre, on va pouvoir choper quelque chose. Et eux, ça, ils le comprennent pas, parce ils sont pas dans cette énergie, et malheureusement, des fois, en tout cas, je trouve, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'entourage, ça va nous tirer vers le bas. Ouais. Ça va nous tirer vers le bas, parce qu'on va leur raconter ce qu'on fait, et puis eux, ils vont être en mode... Ah ouais, mais toi, tu vis, en fait. Cette phrase-là, comment je la déteste. Ah ouais, mais en fait, toi, tu vis ta meilleure vie. Là, on voit, tu pars là, on te voit, t'es invité à tel event, là, on voit, tu fais ci, là, vas-y, t'es à tel concert. Même des fois, ça te sort des phrases en mode, ah ouais, mais toi, on peut pas te voir, en fait. Ça y est, t'es busy. Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas l'énergie, l'effort que ça demande. C'est ça. Mais les gars... C'est un vrai métier. Peut-être que oui, c'est un vrai métier. En fait, peut-être que oui, vous voyez à travers ce que je montre, parce que c'est moi encore une fois qui ai choisi de montrer ce que je veux montrer. Si j'ai envie de vous montrer que je suis en pleurs parce que voilà, ça fonctionne pas, je peux vous le montrer aussi. C'est juste que j'ai décidé de ne pas montrer ça. J'ai décidé de montrer ce qui est, en tout cas, les réussites qui même pour moi, me font du bien, plutôt que montrer mes échecs. Parce que comme tu dis, pour moi, un échec, faut pas mal le prendre. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive et que c'est peut-être un échec ou autre, le premier truc que je me dis, et ça c'est un tips, je vous donne ce tips-là, c'est rien n'arrive par hasard. À chaque fois que j'ai une déception, peu importe la déception, qu'elle soit grande, petite, moyenne, je me dis toujours, waouh, j'ai le seum, mais rien n'arrive par hasard, tranquille. Là, je sais juste pas pourquoi ça m'est arrivé, mais plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et des fois vous vous dites, ah mais heureusement ça m'est arrivé, sinon j'aurais pas pu faire ça qui m'aurait permis d'avoir ci, ça. Et du coup, cette phrase-là, je vous jure, en cas d'échec, rien n'arrive par hasard. Mais c'est aussi l'énergie, je pense, que tu transposes dans ton quotidien. Ce que je veux dire, c'est bête, c'est un peu ce que je veux dire, mais je me dis, si la déception arrive et que tu te mets dans l'énergie de toute façon, le meilleur reste à venir. C'est ça. Parce que ton comportement est déjà comme ça. Tu sais quoi ? Tu vas non seulement te débarrasser de la rancœur et de la culpabilité. De ouf. C'est des choses qui vont passer, parce que si tu fais pas cette paix, en fait, tu n'avances pas. Et ceux qui sont bloqués derrière en fait. Sont encore dans le comment il a pu m'arriver ça. Parce que toi, quand tu réfléchis pas dans le comment il a pu me faire ça, comment il m'est arrivé ça. Non, c'est que ok, maintenant je sais. Voilà, exactement. Ça veut dire. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Du coup, et quand tu vas te rendre compte que au final, la chaîne que j'avais et que j'ai laissée, parce que finalement, on pense que le plus dur, c'est de tenir bon. Mais en fait, c'est de lâcher prise. Exactement. Magnifique phrase. Oh là là, mais quelle phrase. Dès que tu as lâché et que tu avances, tu vois, finalement, les opportunités viennent parce que tu penses plus à ça, en fait. Et j'aime bien, et je sais plus c'est qui dit ça, sur je retrouve le nom de l'artiste, voilà, c'était D-Smoke, un gars que j'aime beaucoup aussi, qui a dit dans un de ses sons, c'est que, en fait, finalement, pour avoir des opportunités, en fait, passer à autre chose, c'est quand on n'a vraiment plus rien à foutre. Et pardon l'expression, c'est l'indifférence en fait la clé. C'est que c'est pas il m'a fait ça ou m'a fait ci, c'est que quand tu es indifférent, une personne qui t'a fait du mal peut être là à côté de toi, mais t'es déjà devant. Je vois ce que tu veux dire. Et quand t'es devant, t'as gagné. Je vois ce que tu veux dire. T'as gagné, tu vois. Mais ça, c'est dur. Hein. Mais c'est pas facile. Ce que tu viens de dire là, c'est super dur parce que moi, pour le coup, ça m'a vraiment pris un temps avant de vraiment, tu vois, intégrer cette notion de c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le problème aussi du c'est pas grave, ça vient, enfin, en tout cas, surtout en France, parce que du coup, moi, j'ai grandi en France, donc je parle de ce que je connais. Mais je trouve que on est un petit peu conditionné là-dedans. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas la même dès l'école, tu vois, dès l'école, par exemple, quand t'es pas bon, et t'as 0.
déjà 0, c'est déjà, tu vois, ça fait mal. Ça part déjà. Bien sûr. Non, mais gars, moi, j'en ai enchaîné, moi. Il faut savoir que j'aime pas l'école. Le système, tout dans l'école, en fait, j'aime pas. La fac, j'aime bien. Mais l'école, genre, je parle vraiment de école primaire jusqu'à lycée, bac, tout ça. J'ai toujours été mauvais élève. Okay. Pourquoi? Pas mauvais élève, genre insolent et tout, mais mauvais élève parce que, en fait, faut savoir que moi, avant, j'étais hyperactif. Donc, du coup, assis sur le banc de l'école, mettre un hyperactif sur le banc de l'école, c'est super dur parce que, du coup, je me déconcentrais tout le temps. J'oubliais souvent mes affaires. Donc, mes devoirs pour les faire, j'avais pas les bouquins. Donc, du coup, je pouvais pas les faire. Donc, en fait, c'était galère. Moi, on m'a souvent considéré comme, vas-y, il est jamais concentré, machin et tout. Et alors que ma maman, elle me disait que j'avais un super pouvoir. En fait, c'était un super pouvoir. Jamais j'ai été conditionné dans un truc de « ouais, t'as un handicap, machin ». C'était un super pouvoir. Et ce truc-là, il faut que tu l'utilises bien. Donc, elle me faisait faire beaucoup de sport. Ah, j'avoue, j'ai enchaîné les sports, par contre. Genre, beaucoup d'activités pour essayer de dépenser cette énergie, que je puisse me concentrer après sur l'école, sur mes devoirs et tout et tout. Et en fait, ce truc de « je te catégorise comme étant nul », et ça te permet pas d'apprendre à accepter l'échec. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'échec et tout. Mais dès l'école, on nous apprend pas à accepter l'échec. Ça, en fait, quand on est à l'école, on nous apprend à être bon. Si t'es pas bon, t'es nul. Donc, ça veut dire que tu vas foirer ta vie. Et du coup, ça, même si on s'en rend pas forcément compte, inconsciemment, on l'a gardé, ce truc-là, de l'école. Tout au long de nos... Quand même, l'école, c'est presque 20 ans de ta vie que tu donnes. Ça. Donc, pendant 20 ans, on nous conditionne à ne pas faire d'échec. T'as pas le droit à l'erreur, en fait. Si tu fais une erreur, t'es mauvais. T'es mauvais. Tu redoubles. Tu machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on t'apprend pas. Demain, enfin, moi, je vous posais la question, mais quel prof vous a déjà dit « Ah là, t'as eu 0 ». Mais t'inquiète, c'est pas grave. Quel prof dit ça? Non, c'est pas possible. Julie, est-ce que tu peux rester jusqu'à la fin du cours? Voilà. Et direct, on te fait comprendre que t'as un problème. Tu vois, on te fait comprendre que t'as un problème. Attends, mais tu sais, si t'as eu 0, c'est peut-être que t'es pas fait pour... T'es peut-être pas fait pour ça. Peut-être que t'es fait pour tu vois, aller dans des garages, réparer des voitures. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Directement, tu deviens un problème. Et du coup, en grandissant, nous, on n'a pas été conditionnés à se dire... J'ai fait une erreur, j'ai fait un échec, tranquille, c'est pas grave. Alors que, à la base, une erreur, c'est fait pour apprendre. Normalement, n'importe quel être humain t'apprend beaucoup plus vite en faisant une erreur qu'en réussissant. Quelqu'un qui réussit toute sa life, ok, t'as toujours réussi, mais frérot, comment tu peux savoir que ça c'est pas bon, que ça c'est pas bon, que là tu t'es trompé? Statistiquement parlant, c'est pas possible. Combien, genre, les gens qui se disent ah ouais, vas-y, Bill Gates c'est un génie, il a inventé l'ordinateur, mais vous pensez vraiment qu'il l'a fait du premier coup? C'est impossible, c'est impossible. Et n'importe quelle personne qui crée quelque chose, et nous je pense qu'on est, en tant qu'artiste, on est des créateurs nés, tu ne peux pas réussir tout du premier coup. Donc peut-être que oui, tu peux réussir certaines choses, mais avant que ça devienne parfait, tu t'es trompé. J'ai une autre phrase pour toi. On dit qu'un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables dans un domaine bien précis. Voilà. Sinon, il ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Et même toi, j'imagine tes premiers pas, quand tu as fait des instrus, quand tu es réécuté, tu as fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Les tutos YouTube, je les ai encore, les machins. Je les ai encore. Tu vois, je les ai gardés, les premières prods. Mon Dieu. Les archives de Kitty. Ah là là. Et jamais je sortirai ça. Ou alors, il faudra vraiment que... D'ailleurs... J'ai besoin... Ouais, dis-moi. Non, je disais juste qu'on allait bientôt toucher à la fin du podcast. Ouais. Yes. Les meilleures choses passent trop vite. C'est incroyable comment c'est passé vite. Ça passe super vite. J'ai même pas parlé de l'oiseau du paradis. Mais question comme ça rapide. Moi, je voulais te poser ces deux questions parce que tu as eu des influences dans le rap, dans le hip-hop, et dans la Mapiano. Yes. Tu nous as donné ton artiste à Mapiano, yes. Mais en rap, qui t'a fait vibrer? Bonne question. Ah ouais. Si tu en as beaucoup, n'hésite pas. Ok. Alors en vrai de vrai, tout savoir. ça va paraître vraiment parce qu'il n'est pas hyper cité cet artiste. Premier artiste vraiment qui m'a fait turn up, je crois c'est Kid Ink. D'où le Kiddy d'ailleurs. Ok. Ah, ça vient de là aussi. Ok. Franchement c'est vraiment Kid Ink. Ok.
je sais pas pourquoi, j'ai autant vrillé sur cet artiste, mais Kid Ink, c'était vraiment mon artiste. C'était vraiment ton artiste, quoi. Est-ce que c'est dans la personnalité aussi Dans tout. Vraiment pareil, tout le flow, le personnalité. Il était jeune quand il a commencé. Ça aussi, ça m'a vraiment inspiré. Et en fait, il est arrivé de nulle part. Personne ne le connaissait. Et je l'ai vu gravir les échelons. En fait, c'est trop bien. À l'époque, nous, on avait DatPiff. C'était un site où tu pouvais écouter les mixtapes des artistes et tout, et pas connus. C'est-à-dire que peu importe la personne, tu pouvais, même nous, on pouvait poster sur DatPiff un 3 titres l'ancêtre de SoundCloud, quoi. Voilà, un peu, tu vois. Et du coup, sur DatPiff, je découvre cet artiste. Enfin, un pote me le fait découvrir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté, j'ai validé de fou malade, et je me suis dit, lui, là, il va percer. Et en fait, quand tu mises sur un artiste qui n'est pas connu, et qui perce petit à petit. Il y a aussi un petit... Et que toi, tu le... Tu vois, t'as suivi son parcours. Jusqu'au moment où il fait son... Là où j'avais pété ma tête, c'est quand je l'ai vu faire son feat avec Chris Brown. Ouais, ça, tu t'es dit... Oh. Mais là, j'ai dit, ça y est, j'avais la vision, je savais que t'allais percer. Et il y a une fierté, genre en mode, c'est moi. Tu sens que t'es son manager. Je vous l'avais dit. Et surtout que moi, je disais aux gens, mais vous allez voir. Vous allez voir. Quand il va percer. Et quand j'ai vu qu'il a commencé, et en plus lui pour le coup, c'est aussi sa carrière que j'ai kiffé, il a pas forcé le truc en mode vas-y, je vais absolument rester numéro 1. Il a percé. Il a fait son bail. Il a fait ses thunes. Il s'est occupé de sa mif. Ça, c'est ma vie d'artiste. En fait, moi, j'ai pas envie non plus d'être un The Weeknd. Bon, bien évidemment, si ma SACEM me permet de générer des millions, juste ma musique en plus. Ce côté-là de The Weeknd, avec plaisir. Mais rester une pop star et vouloir devenir une pop star, c'est pas non plus trop mon objectif. Moi, si je peux vivre de ma musique, j'ai mon public. C'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Et puis après, je m'occupe de ma life. Et moi, c'est plus ma vie d'artiste. C'est vie d'artiste, ça me permet de faire mes thunes. Je vis ma life, je fais mes voyages, mes trucs, mes machins. Et fin. C'est sur cette bonne note qu'on va s'arrêter là. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais c'est toujours quand on s'amuse que ça file à une vitesse grand V. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci Kiddy d'être venu. On peut faire du bruit pour Kiddy, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Julie pour cette magnifique chroniqueuse. On peut faire du bruit pour Julie, s'il vous plaît. Merci Julie. On se retrouve le mois prochain pour une autre artiste. Et je vous dis, on se voit aussi le samedi 11 octobre 2025. Tout est dans la description. N'oubliez pas les infos, les amis. À très bientôt. Ciao.